I'm going to introduce Martin Mott. He ticks an important box, I think. I crossed paths with Martin in the past because of our shared world of naval history and strategy. But it's not just that. Martin doesn't just read books about war and articles about war, but has some practical experience in the military, right? As a captain of corvette, and there was no, am I exaggerating? Am I making too much of it? Okay, but you have taught civilians and you've taught military students in many places. Currently the Director of Studies at the École Pratique des Hautes Études and President of the Independent Institut de Stratégie Comparée. I'm most familiar with his work on naval strategy and history, but you've got a prodigious record and a prodigious output in all sorts of subjects, just as our paper today requires some breadth. And so it's a real pleasure to hand over to you, Martin. Donc, je vais vous parler donc de trois auteurs, Ibn Khaldoun, Joseph de Maistre et Clausewitz, pour parler donc de leur vision possiblement convergente de la guerre. Ça ne va pas de soi de parler de vision convergente de la guerre, ne serait-ce que parce qu'ils sont éloignés dans le temps. Il y a plus de 400 ans entre Ibn Khaldoun et les deux autres. Que évidemment ils appartiennent à des civilisations différentes, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Parce que ça rendra les éventuelles convergences d'autant plus significatives. Et puis parce que même Joseph de Maistre et Karl von Clausewitz ne sont pas si faciles que ça à rapprocher. Certes, ils ont été contemporains. Certes, ils ont eu des amis communs, Madame de Staël en particulier. Certes, ils ont pu se rencontrer à Saint-Pétersbourg en 1812. Je n'ai pas la preuve qu'ils se sont rencontrés, mais ils s'y sont trouvés au même moment. Mais il y a beaucoup de choses qui les séparent. Joseph de Maistre, comme tout le monde le sait, est un héros de la contre-révolution. Et Clausewitz, quoique conservateur, était un libéral dans l'ensemble, qui acceptait une partie de l'héritage révolutionnaire. De surcroît, Joseph de Maistre, ultra-catholique, détestait le protestantisme, la Prusse et même plus généralement la germanité, alors que Clausewitz était protestant, prussien et par conséquent germain. Pourtant, lorsque l'on va au-delà des apparences, on est frappé d'abord par la convergence des trajectoires. D'abord parce que les trois hommes ont vécu des basculements civilisationnels colossaux. Pour Ibn Khaldoun, ce fut le naufrage du Maghreb médiéval suite à la peste de 1348, mais aussi aux guerres incessantes entre les dynasties de Fès, de Tlemcen et de Tunis, les guerres tribales aussi qui est sous-jacente à ces guerres étatiques, sans oublier aux frontières occidentales de l'islam la poussée de la Reconquista et à ses frontières orientales la poussée des Turco-Mongols, puisqu'à la fin de sa vie, il a été envoyé pour négocier avec Tamerlan. Pour Maistre et Clausewitz, ça a bien sûr été les guerres de la Révolution et de l'Empire. Les trois hommes se sont engagés dans les convulsions de leur temps. Ibn Khaldoun comme diplomate occasionnellement militaire, Maistre comme diplomate frère et père de militaires, Clausewitz comme militaire occasionnellement diplomate. En plus, ces engagements ont été radicaux. Ibn Khaldoun a trempé dans plusieurs complots qui lui ont valu des séjours en prison et qui auraient pu lui coûter la tête. Maistre a risqué la guillotine en 1793 en écrivant dans la Savoie occupée par les armées de la Révolution des pamphlets contre-révolutionnaires. Quant à Clausewitz, il eut le courage de déserter l'armée prussienne en 1806 pour rallier l'armée russe. Enfin, loin de leur valoir à la reconnaissance, ces engagements les ont desservis. Ibn Khaldoun a eu quelques responsabilités politiques, mais elles ont toujours été inférieures à ses espérances. Maistre a été largement désavoué par les monarchies qu'il avait servies. Et Clausewitz, comme tout le monde le sait, a été placardisé dans des fonctions administratives à la fin de sa vie. Mais cette expiation de leur vivant a été récompensée par une gloire posthume, puisque dédaignés par leurs contemporains, ils ont laissé à la postérité des œuvres dont nous parlons encore aujourd'hui. Et au sein de ces œuvres, la guerre occupe une place éminente. Alors ça va de soi pour Clausewitz, c'est plus ténu en termes quantitatifs pour les deux autres. Ibn Khaldoun ne consacre à la guerre proprement dite qu'un chapitre de son discours sur l'histoire universelle. Joseph de Maistre, un des entretiens des soirées de Saint-Pétersbourg, mais les apparences, là encore, sont trompeuses parce que, au-delà de l'aspect quantitatif, il y a l'aspect qualitatif, et on voit bien, ou j'espère vous montrer, que la guerre est absolument centrale chez Ibn Khaldoun et chez Maistre. La question, donc, c'est jusqu'où peut-on rapprocher ces trois conceptions de la guerre, et est-ce qu'elles nous apprennent quelque chose de la nature pérenne de la guerre? J'y répondrai en confrontant quelques textes du discours sur l'histoire universelle de Ibn Khaldoun, des soirées de Saint-Pétersbourg et occasionnellement de quelques autres textes de Maistre, et bien sûr de la guerre de Clausewitz. En deux points principaux, la guerre comme élément de l'ordre du monde et la nature de la guerre.
Sur la guerre comme élément de l'ordre du monde, il faut commencer, c'est l'histoire d'Ibn Khaldoun, par sa conception de l'homme comme être politique par nature, donc ce qui signifie, commande-t-il, qu'il ne peut se passer d'organisation sociale. C'est évidemment un écho du traité d'Aristote, Les Politiques, et il poursuit l'argumentation d'Aristote en expliquant que l'homme est dépendant de son prochain du berceau à la tombe, qu'il en est dépendant pour sa vie économique parce qu'il ne peut pas produire tout ce dont il a besoin, et il transpose ça à la défense en disant mais pour se défendre contre les bêtes sauvages, il faut des armes évoluées, et les armes évoluées ne peuvent pas être produites par un homme seul parce qu'elles associent le savoir du métallurgiste, celui du menuisier, etc. Donc l'homme seul ne peut subvenir à ses besoins. Le problème, c'est qu'une fois qu'il s'est armé pour se défendre contre les bêtes sauvages, il peut être tenté d'agresser son prochain, car, dit Ibn Khaldoun, l'agressivité est dans la nature des êtres vivants. Mais dans le cas de l'homme, elle est démultipliée par l'intelligence et justement par un armement, qui est beaucoup plus terrifiant que les armes dont peuvent disposer les animaux. Et Ibn Khaldoun ajoute, la nécessité se fait donc sentir aux hommes d'avoir un frein qui les contrôle et les sépare, car l'agressivité et l'injustice sont dans leur nature animale. Les armes défensives destinées à écarter les animaux stupides appartiennent à tous les hommes, elles ne suffisent donc pas à les protéger contre leur propre agressivité. Il faut donc que ce soit un homme qui exerce l'influence de modérateur. Il faut qu'il ait assez d'autorité et de pouvoir pour empêcher les hommes de se battre. Telle est l'origine du pouvoir politique. En d'autres termes, Ibn Khaldoun inscrit la possibilité de la guerre au cœur du pouvoir, comme la fonction du pouvoir et la mission qu'il a de défendre le peuple contre la guerre. Ces développements philosophiques, au demeurant, ne font qu'expliciter le pur et simple constat que, je cite, « les guerres et les différentes formes de combat n'ont jamais cessé depuis que le monde est monde. Aucune nation, aucune race n'en est exempte, ce qui démontre que la guerre est naturelle à l'homme », pour Ibn Khaldoun. On trouve un constat analogue, pas exactement le même, mais en tout cas analogue, sous la plume de Maistre. L'histoire prouve, malheureusement, écrit-il, que la guerre est l'état habituel du genre humain en un certain sens, c'est-à-dire que le sang humain doit couler sans interruption sur le globe, ici ou là, et que la paix pour chaque nation n'est qu'un répit. Ce n'est pas dans les soirées de Saint-Pétersbourg, mais dans les considérations sur la France. Et Maistre en veut pour preuve l'extrême rareté des périodes de paix dans l'histoire universelle. Il fait une vue cavalière qui va des guerres civiles romaines à la Révolution et il trouve qu'il y a finalement très peu de périodes de paix. Et on sait que depuis, cette méthode a été reprise par Gaston Boutoul et par la postérité de Gaston Boutoul avec des conclusions qui vont exactement dans le même sens. Donc, il y a un accord sur le constat empirique, mais Ibn Khaldoun et Maistre divergent en revanche sur l'interprétation du phénomène. Vous avez vu que Ibn Khaldoun renvoie la guerre à la nature de l'homme, et pour le pieux musulman qu'il est, cette nature exprime évidemment la volonté divine, mais il n'y a pas besoin de faire de commentaires supplémentaires. Maistre, en revanche, ne voit pas en la guerre l'état naturel de l'homme, mais, je recite ce qu'il disait à l'instant, son état habituel en un certain sens. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se résoudre à voir dans la guerre l'état naturel de l'homme? Eh bien parce que il voit une contradiction avec une autre caractéristique de l'homme qui est sa sociabilité naturelle. Ce qui se présente pour comme une aporie pour la raison est résolu par la foi. Comme le pouvoir politique dont elle est un outil, la guerre est la conséquence du péché originel. Une notion inconnue au sein de l'islam, ce qui explique la divergence sans doute entre Ibn Khaldoun et Maistre sur l'interprétation du phénomène, mais pas du tout sur le constat. Ils sont d'accord sur le constat. Ainsi, là où la guerre caractérise la nature humaine pour Ibn Khaldoun, elle caractérise pour Maistre la nature humaine déchue, ce qui est une nuance importante. Et plus précisément pour Maistre, la guerre joue entre les groupes humains le même rôle que le bourreau à l'intérieur de chaque groupe humain, c'est-à-dire à la fois la manifestation, le châtiment et l'expiation du péché originel, d'où la page vertigineuse et bien connue des soirées de Saint-Pétersbourg. La terre entière, continuellement imbibée de sang, n'est qu'un autel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal, jusqu'à la mort de la mort. L'ange exterminateur tourne comme le soleil autour de ce malheureux globe et ne laisse respirer une nation que pour en frapper d'autres. Alors, la conclusion empirique en tout cas, la conclusion de ce raisonnement pour Maistre, c'est que la guerre est divine en elle-même puisque c'est une loi du monde, et là-dessus Ibn Khaldoun pourrait souscrire. Donc encore une fois, les points de départ sont en fait extrêmement différents, le point d'aboutissement est tout à fait convergent. Clausewitz, de son côté, ne se situe évidemment pas à ce niveau anthropologique et métaphysique. Mais il n'est pas absurde de penser qu'il aurait pu souscrire aux conclusions communes à Maistre et à Ibn Khaldoun. Je vous renvoie à cet égard à ce qu'ont écrit Jean-Jacques Langendorf d'une part et Bruno Colson de l'autre quant à l'influence du pasteur piétiste Schleiermacher sur Clausewitz. Et puis plus simplement, on trouve chez Clausewitz de multiples mises en garde contre les illusions pacifistes. Et ces mises en garde contre les illusions pacifistes montrent clairement qu'à ses yeux, la guerre est toujours inscrite dans l'horizon des possibles. En somme,
quelles que puissent être les différences théologiques ou philosophiques entre les trois hommes, ils tombent d'accord sur la place centrale que la guerre occupe dans ce que Mestre appelait la politique expérimentale. Faire de la politique, c'est d'abord constater ce qui est, et constater ce qui est, c'est constater que la guerre est toujours présente comme horizon possible du politique et comme constitutif du politique. Ce qui ne veut pas dire que ce soit le seul le constituant du politique, évidemment, mais que c'en est un central. Alors, deuxième point, sur la nature de la guerre. Alors, dans son discours sur l'histoire universelle, Ibn Khaldoun se penche marginalement sur des questions tactiques. Il note par exemple que la guerre a toujours revêtu deux formes élémentaires, le choc en formation compacte et le harcèlement en formation diluée. Il expose les mérites de la première forme et les inconvénients de la seconde. Il montre que dans l'un et l'autre cas, le dispositif de bataille doit comporter des positions de recueil pour éviter qu'un repli ne se change en déroute. Il y a donc bien chez Ibn Khaldoun une raison stratégique, ou au moins tactique. Mais il en marque lui-même la limite en écrivant « À la guerre, on n'est jamais sûr de la victoire, même si l'on a la supériorité des armes et du nombre, car la victoire est affaire de chance et de hasard. » Donc on tombe sur une espèce de contradiction. D'une part, il nous donne, non pas des recettes de victoire, mais enfin en tout cas des indications, des principes. Et d'autre part, il nous dit que de toute façon, c'est affaire de chance et de hasard. Donc c'est une affirmation sans doute excessive, sans quoi il n'aurait pas besoin de disserter des formes d'engagement. Il faut donc lire que la victoire est entre autres affaire de chance. Et il explique. Cela tient aux nombreux facteurs qui donnent la suprématie. En d'autres termes, au fait que l'interaction de paramètres très différents excède les capacités de raisonnement de l'homme. Ibn Khaldoun regroupe ces paramètres de la guerre en deux ensembles. Les paramètres apparents, dans lesquels il range les effectifs, l'armement et les dispositifs tactiques, car à l'époque on combattait à vue, donc à part embuscade, on pouvait voir le dispositif adverse dès le début de la bataille. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et les autres, qui sont des paramètres occultes parce qu'immatériels. Alors parmi ces facteurs occultes, Ibn Khaldoun distingue des facteurs naturels et des facteurs surnaturels. Premier facteur naturel qu'il mentionne, c'est la ruse. Et il rappelle que Mahomet lui-même a déclaré que la guerre consiste à jouer de mauvais tours, embuscades, fausses rumeurs, etc. Tout aussi naturel et décisif sont les forces morales. Si l'un des camps en présence a un esprit de corps unique, nous dit Ibn Khaldoun, tandis que l'autre est divisé, le premier l'emportera. Quant aux données surnaturelles, qui par définition échappent à l'homme, il en donne pour exemple l'épouvante que l'expansion initiale de l'islam a semée parmi les adversaires de Mahomet. Dieu protégeait son prophète, écrit-il, en semant la terreur dans le cœur des infidèles. C'est pour cela que ceux-ci prenaient la fuite, alors même qu'ils avaient la supériorité numérique. Alors ici, évidemment, le commentateur est embarrassé, parce que décrire un phénomène de panique comme surnaturel, pourquoi pas, mais on voit bien des paniques dans des guerres qui n'ont apparemment aucun rapport avec la religion. Et donc on peut se demander si chez Ibn Khaldoun, la panique n'est pas par essence surnaturelle, au sens où l'éclipse de la raison humaine, parce que la panique c'est l'éclipse de la raison humaine, c'est le moment où la raison ne peut plus rien, résulterait d'un acte souverain de la raison divine. Alors l'islam évidemment ne dépeint pas l'homme comme, disons, le fils de Dieu, quelque chose comme ça, mais il le décrit comme le lieutenant de Dieu. Donc il y a quand même un rapport d'analogie beaucoup plus lointain que dans le christianisme, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même un rapport entre Dieu et l'homme. Donc c'est ce qui évidemment fonde ce rapport, c'est la raison. L'homme est divin en tant qu'il, en tout cas, est d'essence divine plus ou moins en tant qu'il est rationnel. Bon. Donc s'il y a éclipse de la raison, c'est peut-être parce que tout simplement la personne qui actionne le commutateur l'a débranché. Voilà une interprétation possible. Quoi qu'il en soit, conclut Ibn Khaldoun, la victoire militaire dépend plutôt de ressorts cachés que d'éléments visibles, et il ajoute que c'est l'action de ces ressorts cachés que, faute de la comprendre, on appelle hasard. Alors la démarche de Mestre est assez largement analogue. On trouve dans sa correspondance diplomatique des réflexions très pertinentes sur les tactiques et les stratégies de l'époque napoléonienne. Je ne vais pas détailler parce que nous avons peu de temps, je le publierai dans la version papier. Il souligne en particulier que l'unité, signalée comme un facteur de victoire par Ibn Khaldoun, l'unité morale en particulier, est un facteur de victoire. En 1812, Mestre se risque aussi à un pronostic stratégique en signalant l'importance de la Bérésina pour le cas où Napoléon se mettrait en retraite en Russie. Et de fait, c'est par la Bérésina qu'il va sortir. Donc, il a vraiment un coup d'œil stratégique propre. Et pourtant, comme Ibn Khaldoun, il insiste dans les soirées de Saint-Pétersbourg sur le fait que la guerre déborde de toutes parts la raison. Quel soit le moment par excellence où la providence divine mène le bal et non pas l'homme, il en donne plusieurs indices. Tout d'abord, dit-il, les causes de la guerre échappent largement à l'homme, car ceux qu'on regarde comme ses auteurs immédiats sont entraînés eux-mêmes par les circonstances. Il est bien évident que si
d'autres possibilités politiques leur étaient apparues pour obtenir leurs objectifs, ils n'auraient pas choisi la guerre. Donc, ils n'ont pas réellement choisi. Les résultats de la guerre échappent aussi à l'homme. Non seulement le vaincu ne pouvait pas souhaiter l'être, mais le vainqueur sort parfois lui-même dégradé et appauvri de sa victoire. Le cours de la guerre, enfin, échappe à l'homme, car les plans les plus subtils peuvent être annihilés par des circonstances imprévues, comme les oies du Capitole. Et Maistre poursuit cette critique du rationalisme stratégique en récusant l'idée commune selon laquelle la victoire est toujours du côté des gros bataillons. Je crois en général que les batailles ne se gagnent ni ne se perdent de point physiquement, dit-il, car dans un combat, le soldat ne peut pas percevoir clairement le rapport des pertes amies et ennemies. Voici ce qu'écrit Maistre. Au milieu du feu et des tourbillons de fumée, étourdi, transporté par le retentissement des armes, par des voix qui commandent, qui hurlent ou qui s'éteignent, environné de morts, de mourants, de cadavres mutilés, possédé tour à tour par la crainte, par l'espérance, par la rage, par 5 ou 6 ivresses différentes, que devient l'homme? Que voit-il? Que sait-il au bout de quelques heures? Il en conclut que ce n'est pas le facteur objectif des pertes subies par l'un et l'autre camp qui détermine la victoire ou la défaite, mais l'impression subjective qu'elles font aux combattants, de sorte que celui qui a eu le plus de tués mais qui a plus de force morale peut l'emporter sur celui qui a eu le moins de tués mais qui flanche le premier. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le vainqueur lui-même met parfois du temps à comprendre qu'il a vaincu. Ce n'est pas toujours à beaucoup près le jour où les batailles se donnent, écrit Maistre, qu'on sait si elles sont perdues ou gagnées. C'est le lendemain, c'est souvent 2 ou 3 jours après. Et il montre que les chefs aussi peuvent être victimes de l'imagination, et il en conclut, une bataille perdue, c'est une bataille qu'on croit avoir perdue, car c'est l'imagination qui perd les batailles. Or, en situation de stress intense, les hommes ne sont pas maîtres de leur imagination. C'est pourquoi, conclut-il, nulle part la main divine ne se fait sentir plus vivement à l'homme qu'à la guerre, où les succès dépendent presque entièrement de ce qui dépend le moins de lui. Il conclut ailleurs, dans sa correspondance, que la guerre est un véritable tric-trac. Tric-trac, c'est l'ancêtre du backgammon, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un jeu de hasard raisonné. C'est un jeu mêlé de bonheur et de bonne conduite, une activité combinant hasard et science. A l'inverse, les échecs, qu'on compare souvent à la guerre, ne comportent pas de hasard et donc donnent une image très peu fidèle de la guerre. Et Lascaz nous dit dans le mémorial de Sainte-Hélène que Napoléon était très mauvais aux échecs, alors qu'il était très bon dans les jeux d'atouts de cartes, parce qu'on peut tricher en particulier, hein, et bluffer. Cette conclusion rejoint donc la position d'Ibn Khaldoun dans cette méfiance envers le rationalisme stratégique, et elle annonce celle de Clausewitz, puisque, comme on le sait, le premier article publié par Clausewitz en 1805 est un compte-rendu critique du livre de Heinrich von Bülow, qui poussait à l'extrême le rationalisme et le géométrisme des Lumières, par exemple en expliquant pourquoi des opérations conduites dans un triangle de moins de 60 degrés étaient vouées à l'échec. Clausewitz voit dans ce rationalisme une méconnaissance profonde de ce qu'est la guerre, parce qu'elle est un phénomène situé à l'interaction de 3 pôles d'influence, les passions meurtrières, le hasard et le calcul des probabilités, la poursuite d'un but politique. Or, par définition, les passions meurtrières sont aux antipodes de la raison. Le calcul des probabilités est un usage de la raison contre le hasard, donc contre quelque chose qui n'est pas intégralement rationalisable. C'est un pari, en d'autres termes. Un pari raisonné, mais un pari. Et enfin, seul le pôle politique de la Trinité a affaire à la raison proprement dite. Au passage, je me demande si on ne peut pas voir dans la Trinité clausewitzienne une réminiscence de la définition aristotélicienne de l'homme comme animal doué de raison et politique, car les passions meurtrières renvoient à l'animalité, on le voit très bien chez Ibn Khaldoun, qui était un aristotélicien pur, hein. Le calcul des probabilités mobilise la raison, même si c'est une raison extrêmement pratique, hein. Et puis, la définition du but de guerre mobilise la raison pure, si on veut, mais fondamentalement renvoie à la condition politique de l'homme. Donc, cette matrice aristotélicienne, elle est présente, me semble-t-il, dans la Trinité clausewitzienne, et elle permet d'établir le pont avec, par exemple, Ibn Khaldoun. Donc, nulle surprise de voir Clausewitz faire une si grande place aux forces morales. Je passe sur les citations. Mais évidemment, elles sont au cœur de sa pensée, de même que sa réflexion sur le phénomène de la bataille rejoint celle de Ibn Khaldoun et de Maistre. Que faut-il entendre par la destruction de la force armée ennemie, écrit Clausewitz? Une diminution de celle-ci proportionnellement plus grande que celle de nos propres forces. Or, poursuit-il, l'expérience nous montre que la différence des pertes physiques subies au cours de l'engagement par le vainqueur et le vaincu est rarement très grande. Elle est souvent nulle et même parfois inverse. Les pertes décisives du vaincu ne surviennent en effet qu'au moment de la retraite, et le vainqueur ne les partage donc pas avec lui. D'où cette conclusion que le plus souvent, la victoire ne prend corps qu'après coup, ce que faisait déjà remarquer Joseph de Maistre. On aboutit donc à ce qui semble à Clausewitz un paradoxe. Comment expliquer qu'une armée lâche pied alors que les pertes sont égales de part et d'autre, voire parfois supérieures dans le camp qui avance? Réponse:
parce qu'il faut prendre en compte les forces morales. En effet, les pertes des forces armées ne sont pas les seules que les deux parties subissent au cours de l'engagement, dit-il. Les forces morales, elles aussi, sont ébranlées, brisées et détruites. Ainsi, elles sont bel et bien les causes principales de la décision. En conclusion, partant de points de vue très différents, appartenant à des civilisations différentes, appartenant à des époques qui ont tellement différentes qu'entre celle de Ibn Khaldun et celle des deux autres, il y a eu des transformations sociopolitiques et technologiques absolument vertigineuses, eh bien, Ibn Khaldun, Mestre et Clausewitz aboutissent à des conclusions sensiblement convergentes. À savoir que la guerre fait partie de l'ordre politique, qu'elle en est même un des axes, un des pivots, et d'autre part qu'elle a une essence pérenne, que cette essence est en partie intelligible à ce qu'on pourrait appeler une raison raisonnable ou probabiliste, mais radicalement réfractaire au rationalisme dogmatique, évidemment. Et je dirais, pour finir, qu'on peut se demander si la philosophia perennis de la guerre que nous lèguent Ibn Khaldun, Mestre et Clausewitz ne peut pas éclairer en partie au moins, les échecs rencontrés par les armées occidentales au cours du dernier quart de siècle. En effet, selon eux, la guerre est inscrite au cœur de la nature humaine. Or, la tendance lourde de l'Occident contemporain n'est-elle pas de nier l'existence d'une nature humaine? Pour eux, la guerre prend acte du fait que l'homme n'est pas naturellement bon. Or, la tendance lourde de l'Occident contemporain n'est-elle pas de croire à l'immaculée conception de l'homme? Pour eux, la guerre est inscrite au cœur du politique. Or, la tendance lourde de l'Occident contemporain n'est-elle pas de dissoudre le politique dans le management? La guerre, pour eux, est irréductible au rationalisme. Or, la tendance lourde de l'Occident contemporain n'est-elle pas de ne prendre en compte que ce qu'il peut réduire en équation? Enfin, la victoire guerrière suppose l'existence de forces morales qui, par leur nature même, n'entrent pas dans le cadre conceptuel de ce rationalisme. Je vous remercie.